Écoutez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. C'est moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on l'entend des gens sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Je ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'elle dit enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, vous rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres. Mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare honnête que je ne le suis plus. Je ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. C'était un mois de janvier 1943. Il faisait froid. C'était un mardi, peut-être un dimanche. C'était un jour comme les autres, gris et rempli de cris. Nous étions près de 230 femmes, entassées les unes sur les autres, dans un wagon à bestiaux. Les fenêtres étaient plombées. Nous roulions vers l'est, toujours vers l'est. Nous ne savions pas où s'arrêterait le train. Il faisait de plus en plus froid. C'est là qu'a commencé notre descente aux enfers. 230 Eurydice éperdus, sans aucun Orphée à l'horizon. Sans espoir, sans larmes, sans rien. Soudain, je me souviens, un homme s'est allongé à mes côtés. Il était vêtu d'un costume de théâtre et il portait un chapeau. Il avait votre voix, monsieur Jouvet. La voix de Don Juan, Non, celle de Rodrigue, d'Hamlet, ou plutôt celle d'Alceste, c'était celle d'Alceste. l'ennemi du genre humain. Oui. Sur le quai de la petite gare de Compiègne. Hamlet, Rodrigue, Don Juan, Chimène, Sganarelle et même Célimène. Tous, ils étaient là alignés. Et d'un signe de la main, ils m'ont murmuré. Adieu, petite fille. Et vous n'aviez toujours pas peur, Charlotte. Mais de quoi aurais-je eu peur, monsieur Jouvet? Je n'avais jamais eu peur, même dans les pires moments. J'avais la foi en l'amitié, en la fraternité, en la sororité, en l'espoir d'un monde nouveau où régnerait l'égalité et la liberté. Je croyais qu'on nous emmenait au bagne, que j'avais cassé des cailloux en Sibérie comme dans les livres de Tolstoï. Et vous aviez la fierté d'Électre, ma petite Charlotte. La résistance d'Antigone. Et la fureur d'Hermione. L'amour aveugle de Chimène. Et l'inconstance de Célimène. La peur m'avait quitté pour toujours à Paris dans la prison de la santé. La dernière fois que j'ai vu mon mari couvert du sang de la torture, le corps déjà troué par la balle qui allait l'emporter à jamais. Georges Dudac, mon amoureux, mon mari, ma seule raison de vivre. Comment pouvais-je imaginer ce qui allait nous arriver? Seul, le personnage d'Alceste était monté dans le train avec moi. Seule, l'acrimonieuse Alceste était à tes côtés, Charlotte, pour t'accompagner jusqu'aux portes de l'enfer, là où l'humain cesse d'être. Le train s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes. Nous avons rassemblé en toute hâte nos affaires. Des cris, des aboiements, des ordres, déjà des coups. Devant nous, une étendue de glace grise et désolée. Des hommes hagards, en costume rayé. Commençaient à nous trier comme des moutons, serrés les uns contre les autres. Une file de vieillards, de femmes et d'enfants se dirigeait vers une indicible fumée noire, d'où sortait l'insupportable odeur. Vous étiez toutes là, mes camarades. L'une de nous a entonné la Marseillaise et nous nous sommes groupés autour d'elle pour chanter ensemble une dernière fois. Seule,
La mort allait nous séparer, mes chers fantômes, et vous n'alliez plus jamais me quitter. Je m'appelle Adélaïde Hauteval. On disait Heidi. Je suis née dans le Bas-Rhin. Mon père était pasteur, j'étais neuropsychiatre. En solidarité avec les Juifs, j'ai porté l'étoile. J'ai été arrêté et transféré à Romainville. Et j'ai fait partie du convoi de Charlotte. Comme j'étais médecin, on m'a affecté au pavillon consacré à la stérilisation des femmes et aux injections de produits caustiques. J'ai refusé. En punition, j'ai été envoyé parmi les autres détenus. Je devais être exécuté, mais une détenue m'a sauvé la vie en me donnant un somnifère au moment crucial. Je n'ai pas très bien su ce qui s'est passé. On m'a dit qu'on avait envoyé un autre cadavre à ma place à la fosse commune. La chance! J'ai tout de même attrapé le typhus. J'ai été rapatrié plus tard car j'ai soigné des malades intransportables. J'ai été décoré de la Légion d'honneur. On m'appelle Marguerite de Nantes. En fait, je suis née à Valais sous le nom de Marguerite Joubert, dans une famille catholique et très modeste. J'ai fait mes études d'institutrice à l'école normale de Nantes. J'ai épousé d'ailleurs un collègue instituteur et militant syndicaliste comme moi. Nous avons eu un fils que nous avons appelé André comme son père. Nous étions des communistes très engagés comme Charlotte. Mon mari était trésorier de la section de Nantes-Chantenay. Au début de l'occupation, nous diffusions des tracts pour éclairer l'opinion sur la collaboration entre le régime de Vichy et les Allemands. Nous avons été arrêtés, mon mari et moi. André est mort à Auschwitz 1 mois après son arrivée au camp. Je suis partie avec le convoi de Charlotte. J'étais de santé très fragile avant la guerre et je suis morte des suites d'une entérite aiguë. C'est ce que mes parents et mon jeune fils de 4 ans ont appris en recevant une lettre très courte signée par les autorités françaises. Une rue de la commune de Boueil où j'ai enseigné porte mon nom. Une école de Nantes porte le nom de mon mari, André l'Ermite. Je m'appelle Poupette, je suis née à Brest. J'ai été arrêtée pour des faits de résistance avec ma sœur Mariette. Nous n'étions que des gamines. J'ai fêté mes 18 ans à Auschwitz. J'étais très très frêle. Ma sœur est morte là-bas de la dysenterie. Moi, j'ai survécu. Par miracle. Aussi parce que j'ai rencontré des femmes formidables qui m'ont aidée à survivre. Je suis revenue dans ma ville natale. Ma mère était morte de chagrin. Mon père s'était remarié avec une femme plus jeune qui m'a chassée de la maison. Je me suis mariée avec un homme qui m'a maltraitée. Et j'ai eu 2 très jolies jeunes filles. J'ai lu tous les livres dont Charlotte m'avait parlé auparavant. Je l'avais connue et j'ai tenu ma promesse. Et ces livres m'ont permis de surmonter tous mes malheurs. Je m'appelle Danielle Casanova. Et mon nom de naissance est Vicentella Perini. Je suis d'origine corse. Ma famille était engagée à gauche. J'ai fait des études de chirurgien dentiste à Paris. J'ai épousé un camarade, Laurent Casanova. Nous étions tous les deux des militants du Parti communiste depuis 1934. J'étais à la direction clandestine du parti et j'ai été arrêtée en 1942 et placée
au secret, à la santé, parce que je communiquais avec des camarades résistants. J'ai fait partie du même convoi que Charlotte. Comme j'étais dentiste, j'ai travaillé au revire. C'est comme ça qu'on nommait l'hôpital du camp. C'était une position exceptionnelle. Je passais mes journées au chaud. J'avais des bas de soie, de bonnes chaussures de ski. J'avais aussi accès au ravitaillement et aux médicaments. J'ai sauvé des camarades. Je n'étais pas particulièrement affaiblie. Et pourtant, je suis morte du typhus le 9 mai 1943, 4 mois seulement après mon arrivée au camp. La maladie a été violente, rapide. Je n'avais que 34 ans. Des écoles et des rues portent mon nom, à Paris et ailleurs. J'ai été décorée de la Légion d'honneur, à titre posthume. Je m'appelais Mounette. Je suis née au Lilas, près de Paris. J'appartenais à la jeunesse communiste. Pendant le 14 juillet, dans une manifestation dans le quartier latin, j'ai déplié le drapeau français et je l'ai levé au-dessus de ma tête. Et j'ai chanté la Marseillaise. C'est la police française qui m'a arrêtée, puis relâchée 24 heures après. J'ai participé à l'attaque d'une librairie allemande avec mon groupe de résistants, des jeunes FTP. FTP. Francs, tireurs et partisans. Et patriotes, comme moi. Les brigades spéciales ont fini par me retrouver. Raymond, mon fiancé, qu'on appelait Pape dans la résistance, s'est fait prendre à son tour, puis fusillé plus tard au champ de tir d'ici les Moulineaux. Il n'avait que 22 ans, c'était l'amour de ma vie. Moi aussi, je fais partie du convoi de Charlotte. À la descente du train, à Birkenau, j'ai marché en tête de la colonne, avec Paulette et Jackie. Et on est rentré dans Auschwitz en chantant toutes les trois la Marseillaise. Notre chère Marseillaise. Non, 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 non. Après, je ne sais plus. Je me souviens plus. Je me souviens plus comment je suis morte. Ce que je savais, c'est que maman m'attendait. Elle attendra mon retour jusqu'à sa mort, car elle n'a jamais reçu mon avis de décès. Je m'appelle Lucienne Thévenin, mais Lulu, elle m'appelait, c'est plutôt Charlotte qui m'appelait Lulu parce que ça lui plaisait de m'appeler comme ça. J'ai été élevée à Marseille et j'y ai même travaillé comme secrétaire. Puis nous sommes montés à Paris où j'ai rencontré mon mari Georges Thévenin. On militait pour la résistance, on distribuait des tracts et toute la famille est rentrée dans la clandestinité. Nous avons été arrêtés. Mon mari, mon frère, et moi, j'ai fait partie du convoi de Charlotte. On a eu le typhus. Avec ma sœur Carmen, nous avons été libérés et on nous a évacués vers Ravensbrück. C'est difficile à dire. Hein? Après la guerre, on a continué à militer. Mais j'ai gardé une très mauvaise santé. On peut dire que toute la famille a eu de la chance de revenir vivante de cet enfer. On m'appelait Lily, mais je crois que je suis née avec un autre nom. J'ai oublié lequel. Mais quand la Gestapo m'a arrêtée, je me suis fait passer pour une Anglaise. De toutes les façons, ils s'en foutaient.
Ils m'ont prise pour une juive. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je n'avais pas de papier sur moi. Alors, ils m'ont mise à la prison de la santé. Désespérée, j'ai tenté de me suicider en avalant une ampoule électrique. Ils m'ont battue à mort. Puis, ils m'ont emmenée finalement dans un wagon à bestiaux. J'ai appris plus tard que c'était le convoi d'une certaine Charlotte Delvaux. Ce sont ses amis qui me l'ont appris, car moi, j'ai tout oublié de ce qui s'est passé là-bas. Je suis sortie vivante de cet enfer, mais comment? Mais sans mémoire, car j'ai tout oublié. Je m'appelle Charlotte Dudac Delvaux. Je suis née dans la région parisienne. Mes parents étaient italiens, originaires du Piémont. Mon père était un anarchiste fervent et ma mère une militante de gauche. Le Parti communiste a été mon université. J'y ai rencontré l'homme de ma vie, Georges Dudac. Quand l'oubli fut mon pire ennemi. Oublier en survivant à cet enfer, c'était mourir une deuxième fois. Ne pas oublier mes parents, mon frère, ma sœur, et aussi Georges, mon mari dont le souvenir ne m'a jamais quitté. C'est au siège du Parti communiste que Charlotte a rencontré Georges Dudac pour la première fois. Le Parti communiste fut notre université à Charlotte et à moi. C'est là que nous sommes connus. Georges est venu s'asseoir à côté de moi. Nous nous promenions sur les grands boulevards à Paris. Et un jour de printemps, il m'a offert des fleurs. C'était au mois de mai, le mois du muguet. Tu te souviens, Charlotte? Oui, Georges. Je t'ai toujours appelé mon amoureux du mois de mai. Enfant et tendre, quand nous marchions enlacés, la forêt était toujours la forêt de notre enfance. Nous n'avions pas de souvenirs séparés. Il embrassait mes doigts. Ils avaient froid. Nos parents étaient d'accord. Ils ont toujours partagé, soutenu, encouragé notre idéal communiste. Et nous nous sommes mariés. Pour toujours. En 1939, le Parti communiste crée une revue destinée aux jeunes, les Cahiers de la jeunesse. J'en suis devenu rédacteur en chef. Et j'écrivais aussi dans cette revue. J'allais souvent au théâtre et j'ai eu l'idée d'écrire un article sur un grand acteur que j'admirais. Louis Jouvet. C'est comme ça que j'ai rencontré l'autre homme de ma vie. Louis Jouvet. J'avais la réputation de faire un théâtre engagé. J'ai lu un article de cette jeune journaliste et j'ai voulu la rencontrer. J'ai cru que Louis Jouvet voulait me voir parce qu'il n'aimait pas mon article. Je me trompais. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais dans ma loge du théâtre de l'Athénée. Je me maquillais et dans le miroir, j'ai aperçu une jeune fille timide qui me regardait. Je portais le costume du mendiant dans Électre, une pièce de Giraudoux. Alors comme ça, mademoiselle, vous écrivez des articles sur le théâtre pour la revue des jeunes militants communistes. Oui, j'écris des articles pour les Cahiers de la jeunesse, monsieur Jouvet. Vous connaissez le théâtre de l'Athénée? Pas vraiment, non. Avant, ce théâtre s'appelait l'Éden Théâtre. Je le dirige depuis 1934. C'est vous le patron, alors? C'est ainsi qu'on m'appelle, oui. En réalité, je suis surtout comédien. Mais je suis aussi machiniste, costumier, accessoiriste, peintre, éclairagiste. On va tout faire, quoi. Oui, voyez-vous, je suis convaincu que pour bien faire son métier, un acteur doit emprunter tous les chemins qui mènent à cet art. C'est le chemin le plus sûr pour aller à la vérité d'un personnage de théâtre. Quelle vérité, monsieur Jouvet? L'exigence, mademoiselle, c'est mon credo. Vous allez souvent au théâtre? Oh oui,
J'achète des places à 4 sous. C'est curieux. Dans votre article, vous arrivez à transcrire mon phrasé, ma respiration. C'est très intéressant. Vous aimez prendre des notes? Oui, je pratique assez bien la sténo. Vous accepteriez de retranscrire les répétitions au théâtre, mais aussi les cours que je donne au Conservatoire d'art dramatique? Pourquoi pas? Revenez demain à la même heure. Je travaille sur l'école des femmes, du grand Molière. Ah oui, le grand Molière. J'adore. Et ainsi, les personnages de théâtre sont devenus les amis les plus chers et les plus fidèles de la jeune Charlotte. Ce sont eux qui ont sauvé mon âme, sinon ma vie. Ils m'ont aussi permis de supporter la douleur, la faim, la soif et les coups. Grâce à eux, les SS n'ont pas eu raison de moi. En 1941, la France est occupée et une partie de la France résiste. Les gaullistes, les communistes entrent dans la clandestinité. Charlotte Delbos, qui est devenue la secrétaire de Louis Jouvet, accompagne la troupe en tournée en Amérique du Sud. C'est là-bas, à Buenos Aires, que j'ai appris que Georges et mes camarades couraient un grand danger. J'ai supplié Jouvet de me rendre mon passeport pour pouvoir rejoindre mes camarades et mon mari. De mauvaise grâce, Jouvet m'a finalement rendu mon passeport. Il fallait absolument que je retrouve mon amoureux du mois de mai. Georges et Charlotte connaissent une vie de résistants. Ils travaillent dans l'ombre et la clandestinité. Mais ils sont dénoncés à la Gestapo. La milice les arrête. Ils sont incarcérés à la prison de la Santé. Nous étions séparés de nos hommes. Nous connaissions leur sort. Nous savions qu'on les interrogeait, qu'ils étaient torturés, mais qu'ils ne parleraient pas. Et qu'à la fin des supplices, ils seraient fusillés. La veille de son exécution, Georges refusera de signer le reniement de ses convictions communistes. Afin de le convaincre de céder et de livrer le nom d'autres camarades, les SS forceront Charlotte à rejoindre son mari dans sa cellule. Georges et Charlotte savaient que c'était leur ultime rendez-vous. Charlotte, Georges. je t'attendais sans oser y croire. C'est toi? Oui, Georges, c'est moi. J'ai tant rêvé de toi que je doute encore que ce soit toi. Et oui, mon Georges, c'est bien moi. J'avais si peur que tu me finisses. Pardonne-moi, tout ce qui t'arrive est de ma faute. Te pardonner de quoi? En ce moment précis, je te vois, tu me vois. C'est la dernière joie que tu me donnes. Regarde. Je me suis coiffée et maquillée, comme au théâtre. Tu es jolie. Oh, Georges, que tu es beau toi aussi. Rappelez tous que je t'aime. Tu serres les lèvres? Qu'as-tu? Rien. Tu saignes? Non, ce n'est rien. Georges, je ne suis pas prête. Crois-tu que je le suis? Charlotte, tu m'auras donné 6 ans de bonheur. J'ai de la chance. Certains vivent très vieux sans jamais connaître l'amour. Mais c'était trop tôt. C'était injuste de mourir si jeune. C'est notre destin. Nous n'aurons pas d'enfants ensemble. Ne m'oublie pas, Charlotte. Je te le promets. De tout mon cœur, je t'aime, Georges. Je t'aime, Charlotte. J'ai été fusillé au Mont Valérien. J'avais 29 ans. J'étais désormais seule face à mon destin, puisqu'il t'avait fusillé, puisque je ne pourrais plus jamais te serrer contre moi et te couvrir de baisers. C'était un mois de janvier 1943. Nous étions 230 femmes allongées presque les unes sur les autres dans des wagons aux portes plombées, sans issue, sans fenêtre. Nous ne savions pas où nous allions. Vers l'est, sans doute. Il faisait de plus en plus froid. Le train roulait depuis 2 jours, 2 nuits. Nous commencions à oublier nos compagnons.
Convention de Genève nous protégeait. Nous pressentions que le pire nous attendait. Notre passé s'effaçait comme une vieille épave ballottée par un océan furieux. L'irrémédiable nous attendait, comme le diable attend ses victimes pour les jeter dans les flammes. Je commençais à m'habituer à la solitude et à l'obscurité. Je n'avais toujours pas peur. J'avais abandonné Georges à la mort. Le pire était derrière moi. Et dans ce silence oppressant, les ombres fugitives peuvent prendre une forme humaine. Soudain, une voix m'a surprise. Charlotte! La solitude est parfois bien plus riche que la compagnie des hommes, n'est-ce pas? Qui es-tu, toi qui me parles ainsi? C'est moi, Alceste! Est-ce bien toi? Alceste? Oui, Tu voyages avec nous? oui. Pourquoi n'es-tu pas resté avec Hamlet, Don Juan, Roderick, Chimène, Célimène et tous les autres sur le quai de la petite gare de Compiègne? Je voulais fuir les hypocrites, Célimène et ses fanfreluches. Pourquoi fuir Célimène? L'amour s'avouerait-il donc vaincu? Je rêvais de solitude, de silence, de liberté et de désert. Il y a des déserts plus distrayants et des voyages plus exaltants. Ne ris pas! Pourquoi n'es-tu pas resté auprès de Célimène? Je te croyais fou d'amour pour elle. Je me demande maintenant si je l'aimais vraiment. Pourquoi as-tu quitté aussi Jumet? Lui qui te permettait de te réincarner aussi souvent qu'il le voulait sur une scène de théâtre. Je voulais vivre une aventure humaine et quitter cette vie de personnage de théâtre. N'est-ce pas affreux que tu meurs justement maintenant? Sais-tu ce qui t'attend si tu restes avec nous? Oui, et je sais aussi que j'ai une chance sur 1000 de disparaître dans ce désert-ci. Alceste, si tu meurs, je mourrai avec toi. Les personnages de théâtre doivent habiter nos cœurs et nos esprits pour l'éternité. C'est leur tâche de renaître sur scène pour nous bercer d'utopie, de rêves et d'illusions. Et Alceste sauta brusquement du train. Son élégante silhouette s'éloigna dans le lointain. Comme Jouvet quand il disparaissait au coin de la rue Beaumartin. Je suis devenue à jamais le numéro 31 661, gravé dans ma chair et dans mon cœur. Je n'avais que 24 ans. Un horrible sifflement remplacera pour longtemps le chant harmonieux des oiseaux. À mon retour des camps, on m'a demandé si j'avais gâché ma jeunesse. J'ai répondu non, puisque je suis revenue vivante. J'ai d'ailleurs écrit tout cela dans mes livres. C'est là que nous t'avons connue, Charlotte. Tu étais grande, droite et fière. Les unes très jeunes, les autres plus âgées. Les unes françaises, les autres étrangères. Les unes intellectuelles, les autres filles du peuple. Les plus nombreuses, arrêtées pour fait de résistance. D'autres dénoncées parce que juives, communistes, gaullistes. Jetées dans la guerre que nous n'avions pas voulu. J'ai toujours rêvé que leurs paroles soient lues en public dans un théâtre. Mais heureusement, Nous allons lire. Il n'y avait que deux chemins possibles. Vivre ou survivre. Déjà, notre passé commençait de s'effacer. Là, nous avons appris le vrai sort des Juifs. Une file de vieillards, de femmes et d'enfants se dirigeait vers une fumée noire. quelques-unes d'entre nous entonnaient la Marseillaise. Mais nos voix se sont perdues dans les hurlements des SS, les pleurs, les cris, les sifflements des balles. Tondus
typhus, les diarrhées, les pneumonies, les abcès, les poux, le manque d'eau, l'impossibilité de se laver. Forcés à rester debout des heures durant dans les neiges froides de Pologne. Dormant les unes sur les autres dans des paillasses dégueulasses. Tatoués comme des animaux, à l'abattoir. Antigone, Hermione, Ondine et Lettres, Don Juan, Hamlet, Roderick Chimène, tous, par la voix de Joubert, revenaient dans mes songes. Et tous allaient t'aider à te moquer de la mort. Grâce à eux, face au SS et au capot, nous aurions la force de rester debout. J'ai toujours su qu'un jour, je reviendrai de cet enfer et que je vous retrouverai, monsieur Joubert, ceux du théâtre de l'Athénée, les comédiens et les élèves du conservatoire, le théâtre et ses mystères. Je le savais du fond de mon cœur. Comment t'es-tu procuré le texte du misanthrope à Auschwitz, Charlotte? Mais oui, comment tu as fait? Je sais, les gitanes, elles étaient extraordinaires. Après l'appel, elles se promenaient partout dans le camp. En été seulement, car en hiver nous étions cantonnés dans les baraques. Les gitanes volaient de tout, dans les cuisines, au vestiaire, et même des cigarettes au SS. Il suffisait d'une poche un peu béante. Elles venaient vers nous, elles entrouvraient leurs robes pour nous montrer ce qu'elles avaient à vendre. À seul prix, une ration de pain. Une ration de pain pour une cigarette. Une ration de pain pour un oignon. Une ration de pain pour une culotte propre. Il y en avait même qui proposaient des morceaux de viande. Oh, j'en ai jamais mangé, figure-toi. On avait trop peur que le rôti provienne du crématoire. Un soir, une gitane m'a accostée et elle m'a fourré un petit livre dans la poche. Elle a sorti le livre de sa poche et paraît qu'elle t'a dit « Paie-moi d'abord ». Elle m'a montré le livre. C'était un petit classique Larousse. C'était le Misanthrope de Molière. Je n'en croyais pas, messieurs. Il y avait quelqu'un qui avait emporté le misanthrope dans son voyage à Ravensbrück. C'est incroyable. Je lui ai demandé « C'est combien ?» Elle m'a répondu « Une ration de pain. » Et tu as donné ta ration de pain contre un texte de Molière. Non, pas tout de suite, j'étais pas folle. Je lui ai demandé de me faire un prix. Je lui ai dit aussi que c'était moins que peu de gens lui achèteraient ce livre et que c'était moins facile à vendre qu'un morceau de viande. Rien à faire. Elle voulait une ration de pain. Et c'était tout ce qui me restait. Qui a jamais payé un ouvrage de Molière aussi cher? J'ai payé. J'ai fourré le petit livre. Je l'ai serré contre ma poitrine et je vous ai rejoint à la baraque. Je me souviens, on s'apprêtait à manger notre pain avec de la margarine et je t'ai demandé « Tu ne manges pas ce soir ?» On a même insisté. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu as fait de ton pain. Tu t'es encore acheté une cigarette. Mais non, pas de cigarette, je l'aurais partagé avec vous. Alors, je t'ai dit, tu vas nous le lire, ce texte qui t'a coûté si cher. On t'a tout donné, un bout de notre pain, et en échange, tu nous as lu le misanthrope. Et grâce à toi, j'ai découvert Molière. Ce type, je le connaissais même pas. Et moi, je me suis dit qu'il parle bien Alceste. Il a la langue de mon pays. Il ne se laissait pas faire ce type-là. Moi, je préférais Célimène. Quelle femme veuve et libre à 20 ans. Comme toi, Marie-Lie. Et on a appris des bouts de texte avec toi. Quand j'ai eu très peur de perdre la mémoire. Perdre la mémoire, c'était perdre son âme. C'était ne plus être soi. J'en ai inventé 1000 exercices pour travailler ma mémoire. Énumérer les numéros de téléphone des camarades. Énumérer aussi les stations de métro. Opéra, Gare Saint-Lazare, Avrecommartin, Montparnasse bienvenue. les boutiques de la rue Lafayette, le Bon Marché, le Printemps. J'avais même réussi à me rappeler 57 poèmes. On s'endormait en les chuchotant avec toi. J'ai fini par connaître tout le misanthrope par cœur. Un fragment chaque soir que je me rappelais chaque matin pendant la peine. Alceste était de nouveau à mes côtés, à nos côtés. Et jusqu'à notre libération, Charlotte a gardé le texte de Molière
Juifs étaient en civil, des vêtements informes qu'ils attachaient comme ils pouvaient. Les autres prisonniers étaient en habits rayés. Ils flottaient dans leurs vêtements. Les pauvres, ils devaient marcher au pas comme des soldats sans armée. Avec leur sac en bois, ils trébuchaient sans cesse. On gardait un peu de notre pain pour eux. Toi, Lily, la plus jeune de nous, t'as fini par craquer. C'est sa cousine Eva qui nous a tout raconté. Lily était juive, mais elle avait échappé aux cheminées parce qu'elle était jeune, jolie et surtout débrouillarde. C'est aussi parce que je connaissais l'allemand. Tu avais une blouse boutonnée dans le dos, comme toutes les juives. Mais en travaillant au labo avec vous, j'ai eu la même blouse grise que vous. Tu as réussi quand même à coudre un col blanc dessus, ma chère. Cela plaisait aux SS qui aimaient qu'on soit propre. Et qui fermaient les yeux, ça leur arrivait. Autour de l'atelier où on travaillait, il y avait un jardin et des prisonniers polonais. Ils cultivaient des légumes et des fleurs. On avait oublié qu'il y avait des fleurs et des légumes. Lily était tombée follement amoureuse d'un prisonnier polonais. Le coup de foudre. Je ne connaissais même pas son nom. Elle était si contente d'être amoureuse. Nous, on ne comptait plus. J'avais oublié qu'il y avait des fleurs. Et aussi des beaux hommes aux yeux bleus. Et l'un d'eux, un jour, t'a adressé la parole. Tu veux des cigarettes? Tu n'avais jamais fumé de cigarette. Mais tu as répondu. Oui, On peut trouver des concombres, des choux et des salades si tu veux. On en a toutes profité. Des légumes verts, tu parles. On n'en avait plus mangé depuis longtemps. Un jour, ton amoureux n'est pas venu. Et un de ses amis t'a glissé un petit papier dans la poche. Tiens, mon camarade ne peut pas venir aujourd'hui, mais il t'a écrit un petit mot. Et le lendemain, le camarade de ton amoureux est revenu pour te demander ta réponse. il avait de si beaux yeux. Je commençais à être amoureuse. Je lui avais écrit un petit mot gentil. Et le camarade de ton amoureux est reparti avec ton gentil petit mot. Que tu avais signé de ton nom. Et malheureusement, le pauvre Polonais est passé à la fouille et les SS ont trouvé le papier. Ils ont demandé au camarade de ton amoureux qui était cette fameuse Lily qui avait signé un message pour un prisonnier polonais. Et le pauvre camarade a répondu. Je sais pas, je le connais pas. Et quelques jours plus tard, les SS sont venus chercher Lily et on ne l'a plus revue. On a su bien après ce qui s'était passé. Les SS nous avaient tous réunis devant les cuisines. Le commandant a hurlé que celui qui avait reçu le billet d'une certaine Lily devait se dénoncer. Sinon, tous les prisonniers seraient fusillés. Et mon amoureux est sorti du rang et il a dit... C'est moi qui ai écrit ce billet. Alors les SS sont venus chercher Lily dans l'atelier. Et je les ai suivis sur la route ensoleillée. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Nous, les Juifs, nous n'étions rien d'autre que des chiens pour les SS. C'est à cause d'un petit mot d'amour que tu as écrit que tu es morte. Vous avez été fusillés tous les trois pour un petit mot d'amour. Qu'est-ce que tu avais écrit sur ce petit mot, Lily? Oui, qu'est-ce que tu avais écrit, Lily? J'avais écrit « Nous sommes là comme des plantes, riches de vie et de sève, comme des plantes qui voudraient pousser et vivre. » Pour les SS, c'était un message politique. Pour moi, c'était un vrai message d'amour. Beaucoup d'entre nous disparaissaient dans le dortoir. On se levait le matin, comme tous les matins. Certaines restaient couchées, pour toujours, enjamber les cadavres, ne pas avoir pitié de celles qui n'avaient plus de force. Se compter chaque jour. Restez toutes en vie. Au début, nous voulions chanter, mais nos voix se brisaient, voilées par la faiblesse.
Les trépassés ne chantent plus. Nous étions toutes déjà mortes. Aucune ne croyait s'en tirer vivante. C'est par Asco que nous nous sommes un peu réveillés. C'est là qu'est revenu le souffle de la vie. Raisco, un très petit con, que laisse être construit autour d'un laboratoire où laisse cultiver une plante censée produire du caoutchouc. On pouvait se laver. On avait des paillasses convenables. Et on commençait à ne plus sentir la mort sur notre peau. Oh, mais il y avait de quoi reprendre une apparence humaine. On redevenait coquette. On se coiffait, on recousait nos haillons, on se passait les joues pour avoir bonne mine. Et on en profitait pour se raconter des poèmes. Eh ben, des pièces de théâtre. Et toi, Charlotte, tu les savais presque toutes par cœur. Et ça nous remontait le moral. Et je me souviens, Lulu, c'est toi qui as eu l'idée de monter des malades imaginaires. On a même fait une affiche. Oh, et toi, la jouette, tu as fait la mise en scène. Et moi, j'ai fait le rôle d'Argan avec l'accent de Marseille. Et on a cousu des costumes et fabriqué un vrai décor de théâtre avec tout ce qu'on trouvait. Des feuilles, des bouts de ficelle, des vieux clous, des bouts de bois. Le fauteuil d'Argan était fait de vieilles caisses en bois branlant et 5 clochettes d'une boîte de conserve. Nos tricots ressemblaient à des jagots, des dentelles et des rubans. Molière en costume rayé. C'était magnifique. On a même frappé les 3 coups. C'était magique. Un exploit. On a joué la pièce un dimanche après Noël. Notre seul public, c'était les Polonaises. Elles comprenaient tout le français. Même les capots nous ont laissés tranquilles. Miracle. Miracle du théâtre qui nous fait retomber en enfance. Pendant 2 heures, nous y avons cru. On a fait des réserves pour lutter contre l'horreur. Les morts revenaient à la vie. Mais au-dessus des marais de Birkenau, planètent encore les ombres des personnages de théâtre. Celle d'Argan, de Toinette, d'Angélique, les personnages de ce bon vieux Molière ranimaient nos cœurs blessés. Et pour quelques heures, On pouvait espérer que ces honteuses cheminées, d'où s'échappaient des brouillards de chair humaine, s'arrêteraient enfin de fumer. Nous étions peu de survivantes dans l'avion qui nous ramenait dans le monde des vivants. Et à mesure qu'on se rapprochait de Paris, Nous nous défaisions progressivement les unes des autres. Nos corps devenaient impalpables. Transparents, irréels, Et seules nos voix demeuraient. au point que nous doutions même de notre existence. nous nous effacions. Inexorablement, Jusqu'à disparaître lentement dans la foule des gens qui nous attendaient. Charlotte Delvaux, vous êtes revenue vivante des camps de la mort et vous avez voulu témoigner de cette terrible expérience. en réalité, j'ai longuement hésité à le faire. J'étais morte là-bas, avec mon mari et mes camarades. Et j'y avais perdu mon âme, mon cœur, ma joie. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour parler? Par où commencer? L'entreprise était au-dessus de mes forces. J'étais désormais seule face à ma douleur, et il me fallait réfléchir, et surtout dormir. Votre mari, Georges Dudac, est mort au Mont-Valérien, n'est-ce pas? Auriez-vous préféré mourir comme nous au champ d'honneur? Je ne suis pas
pensais à mon retour, je vous l'avoue. Et vous pensez vraiment que la mémoire des camps de concentration va s'effacer pour toujours? Oui. Les nazis nous avaient arraché à notre passé, à notre mémoire. Nous pressentions que les vivants refuseraient longtemps d'entendre la vérité. À notre retour, tout nous semblait faux, rien n'était vrai. Tout n'était que mensonge et effacement. Nous flottions dans la foule, comme de curieux feux follets. C'est ce qui a fait de nous des spectres. Et à votre retour, vous vous êtes enfermé dans le silence. Je suis restée longtemps comme paralysée, en suspension d'existence. Et puis un matin, je me suis réveillée et j'ai commencé à écrire une longue lettre à Joubert, sans vraiment le vouloir. À mon grand souhait. Très longtemps. Cher Louis Jouvet, si Eurydice revenait et vous demandait un rendez-vous, le lui accorderiez-vous? Surtout si elle vous disait que c'est pour parler de théâtre. Son voyage à côté du mien n'était qu'une plaisante excursion. J'ai vu là-bas le véritable enfer, et cet enfer-là, je vous l'assure, n'était guère favorable au rêve. Quel rapport pouvait-il y avoir avec le théâtre? Vous me poserez certainement la question, comme lors de nos longues promenades à Valoris, avant la guerre. Je crois savoir que Louis Jouvet n'a jamais pris connaissance de votre lettre. Ça m'a empêché de l'achever et aussi de l'envoyer. Puis-je vous demander de nous raconter ce qui vous a décidé à sortir de votre silence? Vous ne me croirez sans doute pas, mais qu'importe. J'ai publié cette lettre à Louis Joubert, ce n'est plus un secret. Un matin, l'obscurité s'est déchirée d'un coup dans ma chambre. Et j'ai été réveillée par une voix que j'ai reconnue tout de suite. C'était celle de Jouvet. Pas du tout. Elle venait de loin, cette voix. Elle m'avait déjà surprise lors de notre arrivée à Auschwitz. Charlotte! Alceste? Pourquoi t'enfermes-tu dans le sommeil et le silence? Pourquoi tu voulais m'oublier? C'est toi qui m'as oublié! Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour revenir vers moi? J'étais au royaume des ombres tout le temps où tu y étais toi-même. Tu es tout seul? Où sont les autres? Mais les autres se pressent autour de toi. Tu ne les entends pas? Tous ceux qui t'ont dit au revoir sur le triste quai de la petite gare de Compiègne. Tous ceux qui n'ont pas voulu monter dans ce train pour l'enfer. Tous tes héros de théâtre. Célimène, Hélène, Elvire, Hamlet, Ondine, Chimène et même Don Juan. Et aussi Sganarelle. Tu ne l'entends pas crier? Dégage, dégage! Le singe électre qui l'interrompt. Ne lui réclame rien. Pas à elle, Sganarelle. Elle a suivi! Ni oubli, ni silence. Comment pouvais-je oublier? Comment pouvais-je me taire? Et vous avez voulu retrouver toutes les femmes de votre convoi. Pourquoi? C'était ma tâche et mon devoir de survivante. Il fallait que le monde sache ce qui s'était passé. Il fallait trouver les mots pour raconter l'horreur. Il fallait retrouver le chemin du bonheur. Et savez-vous qu'un seul livre m'a été vendu très cher par une gitane juive? Un seul. Et savez-vous lequel? Le texte de notre vieux Poquelin, le misanthrope. Et les mots de Molière ont encore frappé ton cœur. Tous les mots de ces poètes qui, au camp, étaient devenus les nôtres. Ces mots qui nous avaient aidés à surmonter l'enfer et à tenir debout. Nos camarades presque
Michel Valmer pour la mise en scène. Et on voulait évidemment remercier Françoise Thirion qui a écrit cette belle œuvre et qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir. On pense à elle et on la remercie fort.